Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 29 septembre. Toute l'actualité près de chez vous, interview, portrait, votre météo à venir. Et l'AS Monaco qui a fêté hier soir de la plus belle des façons son centenaire avec une rencontre au scénario incroyable au Stade Louis II, un feu d'artifice d'occasion. Et après avoir été longtemps tenu en échec par une solide formation montpelliéraine, un but partout, c'est dans les arrêts de jeu seulement que Monaco a trouvé la faille pour s'imposer devant des fans comblés et un parterre de joueurs de légende, toutes générations confondues, qui ont tous ensuite été félicités par le premier supporter du club, le Prince Albert II, qui tenait bien sûr à être présent pour ce moment, inscrit désormais à jamais dans le temps, le jour des 100 ans. Et après un déplacement du souverain à Rome, et en début de semaine, un important discours prononcé à la tribune de l'ONU lors du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale. Et ensuite, accepter l'invitation de Monaco Info pour revenir notamment sur le pacte de l'avenir, le respect des droits de l'homme et des femmes, la place du sport ou encore l'économie bleue et les avancées internationales en matière de protection des océans. Et tout d'abord, la magie du football et de ces soirées qui comptent dans la vie d'un club. Il aura fallu attendre la toute dernière minute, la toute dernière seconde pour être précis du temps additionnel, la 98e, pour voir Monaco s'imposer 2-1 en ce jour si particulier, grâce à un but arraché au bout du suspense du soir par Lamine Camara. La réaction de Brel Mbolo, puis du capitaine Denis Zakaria. Pour les 100 ans, on est content de cette victoire et surtout comme ça, je pense que voilà, c'était une victoire importante pour nos fans. On est content de l'avoir arraché à la fin. Ça donne envie de jouer, maillot, toutes des légendes dessus. Là, on a senti un peu la pression, je trouve, cette semaine, parce que quand tu vois tous ces légendes, ce qu'ils ont fait pour le club, des maillots spéciaux, tu veux faire partie de la fête, entre guillemets, et tu sais bien que ça passe que par le résultat et par la victoire le week-end. À la fin, on peut dire que ouais, le film était bien tourné, mais en tant qu'attaquant, je suis vraiment pas content parce que je trouve qu'on pouvait marquer 3, 4, même 5, et la fête serait plus belle, ou bien un peu plus calme pour tout le monde. Mais la fin du match était positive pour nous. On profite de ce moment et on est content de faire notre job. Une soirée historique, idéale pour fêter comme il se doit les 100 ans de l'histoire du club rouge et blanc. Frédéric Elion s'est offert un tour d'honneur, un tour de bonheur auprès des légendes de l'ASM Football Club lors d'un avant-match où les supporters ont même pu échanger quelques instants avec Emmanuel Petit. Il a passé 9 saisons à l'AS Monaco avant de jouer pour 3 très grands clubs européens, Arsenal, le Barça et Chelsea. Emmanuel Petit a découvert le haut niveau à Monaco et était de retour au Stade Louis II samedi soir avant le match du centenaire face à Montpellier. 1 heure d'échange avec les supporters, de selfies et d'autographes sur le parvis du stade. Monaco occupe toujours une place particulière dans son cœur. C'est mon club formateur après les premières marches avec mon club amateur en Normandie, le SARC. Mais c'est là où j'ai fini ma formation et que je suis devenu également un homme. Donc j'ai que d'excellents souvenirs. Que d'excellents souvenirs avec la principauté de Monaco et avec les supporters de l'AS Monaco. Ouais. Vous voyez le monde qui est venu là pour le centenaire, ça vous fait quoi? J'aimerais qu'ils viennent à chaque match comme ça. Non mais ça fait plaisir parce qu'ils n'oublient pas. Et on existe seulement et grâce aux supporters. Même quand on arrête notre carrière, c'est les supporters qui nous font vivre. Et les supporters, justement, ne l'ont pas oublié. Certains sont d'ailleurs venus de très loin pour venir le voir. Ça fait tellement plaisir et à la fois c'est tellement irréaliste. En fait, nous on se déplace de Bretagne. Donc là on a fait plus de 1000 km pour être là ce soir et de le voir en vrai, c'est super. On n'a pas de mots en fait, c'est vraiment chouette et on est super content d'être là. On est très heureux, il y a plein d'animations et puis là on a la chance de rencontrer Emmanuel Petit qui est ici, qui se prête au jeu des photos, des dédicaces et il y a eu un quiz, des lots à gagner, Bouba est là, c'est super. Quand vous dites Emmanuel Petit à AS Monaco, qu'est-ce que vous avez en tête vous? Ça nous fait rêver, moi c'est mes premiers souvenirs en tant que supporter, les premiers titres 97, 2000, etc. Et c'est les premières fois où notre cœur rouge et blanc vibre. Je suis venue moi de Paris spécialement pour voir l'AS Monaco, je suis supporter depuis 31 ans. Donc je suis à l'extérieur, à domicile et voilà, donc là c'est les centenaires, je ne pouvais que être présente pour ce match. À l'intérieur du stade, dans le salon Honneur, autre surprise, une exposition de maillots historiques de l'ASM.
Je collectionne depuis plus de 15 ans aujourd'hui, donc ça fait une bonne quinzaine d'années que je chine clairement les réseaux, les contacts, et voilà. Et de fil en aiguille, on arrive à une collection de près de 1000 maillots en fait. Donc là, il y en a seulement une trentaine exposés, donc ça a été une difficulté de devoir sélectionner seulement 30 maillots parmi la collection. Et au final, avec l'aide du club, voilà, on a réussi à faire quelque chose de plutôt bien, je pense, donc c'est plutôt une bonne chose. Je suis super heureux déjà d'être là dans mon club, de pouvoir participer à un match dans mon club, et en plus de voir qu'on est honoré de cette manière avec un maillot où je ne pensais même pas qu'il existait encore. Avec mon nom, c'est magnifique. C'est que du bonheur, sincèrement. Des légendes à l'honneur, un Monaco vainqueur sur le terrain face à Montpellier. Voilà un 100e anniversaire parfaitement célébré. Présent cette semaine aux Nations Unies à l'occasion du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale, le prince souverain a pris la parole mardi dernier et lancé un appel à la solidarité, l'entraide et le dialogue à travers le monde. Il nous a ensuite accordé un long entretien. Il a répondu aux questions sur place à New York d'Alessandra Pani. Monseigneur, bonjour. Bonjour. 2 jours de déplacement pour vous avec de nombreux événements. Si vous le voulez bien, on va se concentrer sur les grands rendez-vous onusiens et on va commencer avec le sommet de l'avenir. 3 textes, 3 documents sont sortis. Il souhaite refléter sur les défis contemporains, les défis du XXIe siècle. À la clôture lundi, vous, quel est votre sentiment par rapport à ce sommet de l'avenir auquel vous avez participé? Ce sommet de l'avenir, c'est un peu un prémisse à d'autres sommets qui iront, je pense, un peu plus loin dans ces réflexions. Mais le fait qu'il y ait 3 documents importants qui soient sortis de ce sommet, c'est déjà une étape très importante. Donc le pacte sur l'avenir, le pacte sur le numérique mondial et la déclaration sur les générations futures. Alors, il s'agit d'une accélération, si vous voulez, sur des principes et sur des engagements qui ont déjà été pris collectivement par l'ensemble des pays, membres de l'ONU, bien sûr, mais tout cela vient aussi d'une volonté d'accélération des objectifs de développement durable. On n'a rien inventé de plus, mais il faut bien sûr accélérer sur ces notions-là. Et donc, ce que nous avons fait, ce que Monaco a pu faire et a contribué à faire au cours de la préparation de ce sommet, c'est d'insister aussi dans le pacte sur l'avenir et la déclaration sur les générations futures, c'est d'insister sur le rôle du sport comme élément essentiel d'une meilleure cohésion sociale, de pouvoir faciliter le rapprochement de différentes communautés dans une situation de post-conflit. Et c'est aussi de maintenir le sport comme un maillon essentiel de paix et de développement durable. Et puis, bien sûr, on a pu aussi insister sur ce que nous faisons déjà depuis longtemps sur les océans et sur la nécessité absolue de mieux protéger les océans. Et la preuve en est de notre organisation en marge de la conférence des Nations Unies sur les océans qui sera à Nice l'an prochain. Et bien la veille, nous aurons à Monaco un forum sur l'économie bleue et sur la finance bleue qui sera, je pense, très très important avec des acteurs et des personnalités très très importantes. Et puis, enfin, de réitérer toujours et d'insister toujours sur l'importance du multilatéralisme, mais aussi, et dans cet aspect-là, de préserver les droits des femmes et des hommes en toutes circonstances. C'est ce qu'a pu rappeler aussi plusieurs dirigeants, et notamment le secrétaire général des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies fait de plus en plus face à de virulentes critiques sur sa structure, sur sa crédibilité. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à ces critiques? Mais écoutez, c'est très simple, nous en sommes parfaitement conscients et là aussi, le secrétaire général, M. Guterres, en a parlé, différents
leaders, des différents présidents et chefs d'État et de gouvernement en ont parlé. Oui, les réformes sont en cours, les réformes non seulement de l'institution onusienne, mais des autres institutions internationales. Si vous voulez, c'est pour cela qu'il faut mettre des processus et des méthodes pour accélérer ces changements et pour insister sur les choses essentielles et sur les objectifs essentiels. Maintenant, il y a beaucoup de... ayant un petit peu l'habitude de ces organisations internationales, évidemment, il y a le côté administratif qui est un peu pesant, et donc il faut aller bien sûr au-delà de ça et trouver les mécanismes pour le rendre vraiment beaucoup plus efficace et avoir des sanctions aussi beaucoup plus efficaces sur ceux qui ne respectent pas, et dans le cadre des Nations Unies, de la charte et des droits de l'homme et des femmes à travers le monde. Et donc il faut des sanctions beaucoup plus sévères et beaucoup plus efficaces. Cette semaine de haut niveau est l'occasion pour les chefs d'État, les chefs de gouvernement d'afficher, on peut dire, aux yeux du monde entier, leurs réalisations, leurs actions. Vous, pour Monaco, qu'est-ce que vous avez souhaité rappeler en termes de priorités peut-être et d'action? Vous savez, c'est de renforcer aussi nos valeurs et nos objectifs. Bien sûr, on œuvre toujours pour un monde plus juste, plus inclusif, où le développement durable est une priorité absolue, la lutte contre les différentes pollutions, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la perte de biodiversité. Ça, c'est des choses absolument essentielles, mais c'est aussi le caractère humaniste de tous nos projets et de tout ce que nous avons pu réaliser jusqu'à maintenant dans notre diplomatie, dans toutes les instances internationales. Et donc, vraiment, ces valeurs humanistes doivent transparaître et doivent être source de toutes nos réflexions. Et je crois ce que l'on a déjà pu contribuer, mais ce que l'on contribuera aussi à l'avenir, c'est de faire respecter les droits fondamentaux des peuples et des personnes à travers le monde. Et ça, on est parfaitement aligné avec ce que répètent tout le temps non seulement le secrétaire général, mais tous les membres éminents des Nations Unies. Et donc je crois que nous sommes dans une bonne dynamique, et même si nous sommes un petit État, nous pouvons contribuer de façon assez tangible et assez réelle à ces problèmes qui affectent notre monde actuel. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre interview. Un entretien à retrouver quand vous le souhaitez sur le site de Monaco Info. Retour en principauté avec du cinéma, de la musique et du théâtre. Nous vous emmenons tout d'abord dans un lieu toujours aussi magique et toujours aussi intimiste, le Théâtre des Muses, qui présente en ce moment sa programmation 2024-2025, et cela d'une manière plutôt originale. Vous allez le voir dans ce reportage signé Sarah Incari et Massimo Piantoni. Le Théâtre des Muses, on ça? Oui! Quand certains se contentent de distribuer le programme, d'autres en font toute une scène. Au Théâtre des Muses, Antea Sogno, la directrice artistique, propose en effet un véritable show dans un seul but, vous donner envie de pousser les portes du théâtre. J'ai beaucoup de plaisir à présenter aux spectateurs et à le faire vraiment avec tous mes talents de comédienne, en les faisant rire, en les interpellant, en les surprenant, du début à la fin de la représentation, pour leur transmettre mes coups de cœur et faire en sorte qu'ils aient envie de faire des croix sur leur abonnement et dans leur agenda pour venir le plus souvent, le plus nombreux possible, parce que le théâtre, c'est une fête. Pour toujours plus d'interaction avec le public, la comédienne met en jeu des places de théâtre en cas de bonne réponse. De quoi se laisser surprendre parmi la quarantaine de spectacles proposés. Chacun d'entre eux expose une idée profonde. Une idée à laquelle on n'a pas forcément eu le temps de penser, nous. Parce que dans nos vies, il y a le quotidien qui nous prend tous les jours. Et il y a des gens, des artistes,
dont c'est le métier. Et grâce au théâtre, eh bien, avec la tendresse aussi d'une maman ou d'un papa qui nous racontait une histoire avant de nous endormir, va nous donner la possibilité de regarder la vie différemment. Après 2 heures ponctuées d'humour et d'anecdotes et le passage en revue de Radical, Jules et Marcel ou encore le Spunz, la présentation touche à sa fin. Pour celles et ceux qui n'y étaient pas, des séances de rattrapage sont prévues dès mercredi prochain. Et bon à savoir, le théâtre propose aussi des cours et des stages pour les petits comme pour les plus grands tout au long de l'année. Vendredi soir, un concert pour la bonne cause à l'auditorium Régnier 3 en faveur de l'association Soupe de Nuit. José Sacré a assisté à cette soirée caritative. Smetana, Rossini, Schumann et Verdi étaient au programme du concert exceptionnel donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vendredi 27 septembre à l'Auditorium Régnier 3, un concert présenté par André Manoukian. En présence de Son Altesse Sérénissime la Princesse de Hanovre et de nombreuses personnalités, ce concert caritatif, dirigé par Philippe Binder, a été donné au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco. Alors Soupe de Nuit, c'est une association monégasque qui a été créée par les Cotalorda. Les enfants des Cotalorda sont allés avec l'aumônier du lycée pendant un hiver rigoureux, très froid, à Nice. Et ils ont porté des repas. Et à partir de là, les parents les ont aidés. Ils ont constitué une association qui a très bien fonctionné, qui a recueilli des fonds, pas de subventions, hein, des fonds. Et maintenant, on arrive à un point incroyable, c'est que le jeudi, il y a 400 personnes. On livre 400 repas, quelquefois, en 2 lieux différents. Et à Nice et à Menton, c'est pareil, il doit y avoir une 50aine ou 60aine de personnes à qui on livre des repas. Pour ce concert où tous les artistes étaient bénévoles, Philippe Binder avait choisi un programme d'œuvres connues et appréciées du public. Verdi, Rossini, Smetana. Et un grand pianiste. Et un grand pianiste. Alors, Duchaps, c'est vraiment un pianiste incroyable parce que c'est le seul Français avec Christian Ferras qui a joué sous la direction de Karajan. Et ça, il faut le savoir. Il n'en parle jamais. Il est très bizarre. Hein. Ouais. C'est une espèce de modestie incroyable. Ouais. Et parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont joué avec le Berliner Philharmoniker, avec l'orchestre de Berlin, ouais. Mais qui ont joué avec des chefs invités. Ouais. Par contre, là, quand il a auditionné, Karajan a dit « Moi, je veux diriger le concert où il jouera ». Et donc, il a joué à Berlin et à Salzbourg. C'est un pianiste formidable. Un pianiste formidable, François-René Duchâble. Rappelons qu'il avait été choisi pour le concert d'intronisation du prince Albert II. Soliste du concerto pour piano en la mineur opus 54 de Schumann, François-René Duchâble a fait un triomphe avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Philippe Binder. Tout l'art du cinéma et le plaisir de retrouver Vincent Vatrican et Fabien Bonilla pour évoquer la prochaine projection mardi prochain au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film de 1984, Les Favoris de la Lune. Alors, je vais être très sincère avec vous, je n'avais jamais entendu parler de ce film. Qu'est-ce que ce film, Les Favoris de la Lune? C'est un ovni. Ouais, c'est ce qui m'a semblé. C'est pour ça qu'on le programme en partenariat avec la Fondation Prince Pierre dans un label qu'on a intitulé Cinéma Art Nouveau, dans l'idée que le cinéma peut aussi proposer des formes nouvelles, des narrations particulières. C'est le cas de ce film parce que c'est quasiment impossible de raconter l'histoire. Ça allait être ma question suivante. Oui, c'est-à-dire que ce sont des personnages... C'est un chassé-croisé entre gendarmes entre gendarmes et voleurs. Ouais. Mais A connaît B, dont le voisin s'appelle C, qui est trafiquant d'armes, qui croise dans la rue un personnage D, et on a au bout d'un moment une dizaine ou une douzaine de personnages qui vont se croiser dans des situations très, très différentes sur l'idée que
voilà, il y a des dérapages, il y a de la circulation de personnes, de biens, de choses. Et le cinéaste, Yosseliani, regarde ça d'un œil un peu distancié, évidemment, avec beaucoup d'humour, parce qu'il faut le dire, et c'est pour ça qu'il faut voir ce film. C'est un film qui est un peu dans l'esprit Tati. Mais un Tati méchant. Voilà, mais un Tati un peu sale gosse. Ouais, c'est ça. Voilà, avec une maîtrise de l'art visuel qui le rapproche presque du burlesque. C'est-à-dire qu'en 5 plans, il peut raconter une séquence sans que celle-ci ait besoin de mots ou de dialogue. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc voilà, pour ça, le film que j'avais vu à l'époque en salle, que j'ai revu pour les besoins de cette programmation, tient très bien à la route et est follement original. Allons voir Les Favoris de la Lune. Merci Vincent. Merci Fabien. Et au sortir des salles obscures, retour sur une très belle initiative avec cette météo redevenue en plus agréable, plus dans l'air du temps d'ailleurs, de notre temps habituel. Pour la première fois, les équipes de Stage Vélo ont organisé une sortie vélo 100% féminine. 5 sportives sont donc parties direction Saint-Jean-Cap-Ferrat sur des vélos électriques de la marque Made in Monaco. Un événement sport et plaisir qui devrait se renouveler une fois par mois. Le reportage du Coco Massa, Émilie Flamin et Alban Gingembre. Brief sur l'utilisation des vélos électriques, casque sur la tête et c'est parti pour 30 km vue mer pour ces 5 femmes. On a trouvé que c'était vraiment super sympa ce mouvement de faire une petite balade comme ça avec entre femmes, au moins pas de compétition, vraiment profiter un peu de la région. On a trouvé ça vraiment super sympa, donc on s'est dit pourquoi pas y participer. C'est pas mal, c'est très agréable. Ouais, la vue est belle. Pendant leur sortie vélo, elles étaient encadrées par Mehdi, qui compte bien transformer ce premier événement en rendez-vous mensuel. On s'adresse essentiellement à des gens qui sont novices, des femmes qui ne franchiraient pas le cas de sortir en vélo seules. Donc là, on leur propose de faire ça en groupe. On est maximum 6 à 8 personnes. Et le but, c'est d'essayer de ne pas se mettre de pression. Et pour Marguerite, c'est une réussite. Pour elle, qui n'a pas l'habitude de pédaler, c'était le format idéal de sortie. Moi, je me sentais toujours encadrée, d'être avec un coach, c'est sûr que ça aide. Toute seule, je pense pas que j'oserais, peut-être avec des amis, mais c'est sûr qu'en groupe de femmes, évidemment, c'est super. Cette sortie 100% féminine devrait être renouvelée tous les premiers vendredis du mois. Avant de refermer le journal, un coup d'œil sur la météo avec vous, Frédéric Elion. Quel temps fera-t-il dans ce début de semaine? Fini le grand ciel bleu, Christophe, mais la journée sera quand même bien ensoleillée. Lundi, de belles éclaircies sont attendues du matin au soir, malgré quelques passages nuageux. Les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés lundi 30 septembre. Vous pourrez souhaiter une bonne fête au Jérôme. Et comme tous les lundis, vous allez pouvoir découvrir un nouvel épisode du podcast signé Geneviève Berthy, et ce sur tous nos supports digitaux. Son nouvel invité, dès demain, Georges Marsan, le maire de Monaco. Rendez-vous 19 h pour un nouveau journal sur Monaco Info. Demain, ce sera en compagnie de Fabien Bonilla. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.